Donc, bonjour à tous, je suis Cécile Fonrouge, directrice de l'Institut de recherche sur les PME et nous sommes très fiers à l'INR PME d'être au cœur de ce dévoilement du Global Entrepreneurship Monitor, qui est un consortium international d'une trentaine de pays. Et on est très fiers puisque nos deux chercheurs et professeurs à l'UQTR, nos deux chercheurs de l'Institut, Étienne Saint-Jean et Marc Duhamel, depuis 2013, eh bien, nous présentent ces résultats de cette étude longitudinale sur l'entrepreneuriat. Donc, tous les ans, nous avons ce dévoilement et à l'INR PME de l'UQTR, on est très fiers de pouvoir être au cœur de ce dévoilement du GEM. Aujourd'hui, il y a une originalité puisqu'il y a un focus ou une attention particulière sur l'écosystème de Montréal. Et chaque année, des villes pourront se lancer dans le consortium international et proposer des comparaisons, comme vont nous parler nos collègues Marc Duhamel et Étienne Saint-Jean. Ce focus sur l'écosystème fait un lien avec nos activités de l'Institut de recherche sur les PME qui vise à vulgariser des résultats de la recherche. Et je voudrais signaler que nous avons à l'ACFAS 2 journées, le 4 et 5 mai, précisément sur les écosystèmes entrepreneuriaux. Et Étienne Saint-Jean et Marc Duhamel reviendront présenter des choses, mais nous aurons une perspective avec les maires de Shawinigan, les maires de Sherbrooke, et différentes initiatives internationales, nous aurons une perspective comparée de nombreux écosystèmes. Donc, je vous invite à venir dans ces 2 journées spécialement sur les écosystèmes entrepreneuriaux à l'ACFAS. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole à ma collègue Marie Marchand, qui est professeure à l'UQTR et qui est aussi membre de l'Institut de recherche sur les PME. Marie, c'est à toi. Alors, merci Cécile. Donc, quelques mots. Alors, c'est moi qui vais animer ou modérer, si on veut, l'événement GEM d'aujourd'hui. Et donc, alors, merci Cécile. Bienvenue aux professeurs Duhamel et Saint-Jean. Bienvenue aussi à nos 3 panélistes. Et donc, l'événement va se distribuer en 3 périodes. Donc, dans un premier temps, on aura la présentation du rapport GEM par les professeurs Saint-Jean et Duhamel. Ensuite, nous aurons une période de discussion par les membres de notre panel. Et ensuite, la dernière partie de l'événement sera consacrée aux questions, aux interventions, aux commentaires là, de l'assistance. Donc, à cet effet, alors nous avons quelques préférences pour signaler vos intentions de participation. Donc, là, je me réfère à la dernière période, la période de questions. On a une préférence pour les mains levées, donc la main, le bouton de commande Zoom, mais on aura aussi la possibilité de fonctionner par clavardage. Et puis, je vous rappellerai peut-être de fermer vos micros pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et peut-être aussi vos caméras, on est quand même un bon nombre et ce serait le but, dans le fond, de garder l'attention sur les personnes qui vont intervenir. Et lors de la période de questions, vous pourrez à ce moment-là allumer vos caméras pour qu'on puisse voir votre intervention là, comme il se doit. Donc, messieurs Saint-Jean et Duhamel, la parole est à vous. Ça marche. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui avec Marc pour vous présenter les résultats du rapport du Global Entrepreneurship Monitor. En fait, c'est la situation de l'activité entrepreneuriale 2019. Je vais vous partager l'écran à l'instant. Voilà. Donc, comme je le disais, situation de l'entrepreneuriat en 2019. En fait, la production du rapport a pris un peu de retard. Vous vous doutez sans doute pour quel contexte il a pu prendre un peu de retard. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a une particularité cette année. On va présenter le premier portrait de l'écosystème entrepreneurial de Montréal, à notre connaissance. En tout cas, du moins, un portrait comparé avec d'autres écosystèmes internationaux.
Voilà. Pour ceux qui sont un peu moins familiers avec le GEM, je vous invite à aller écouter la vidéo ou à vous rendre sur le site www.gemconsortium.org pour en apprendre un peu plus. Mais disons, pour résumer, là, c'est à notre connaissance la plus grande enquête internationale sur l'activité entrepreneuriale dans le monde. C'est plus de 100 pays qui ont participé à chacune des années depuis 1999. En fait, il n'y a pas toujours 100 pays ou plus qui participent, mais il y a près de 100 pays qui ont participé à l'une ou l'autre des années entre 99 et 2021 qu'on prépare la collecte actuellement. On parle de 200 000 entrevues minimum là, par année qui sont menées avec des citoyens de partout dans le monde. Puis on mobilise à peu près à chaque année 1500 experts qui vont donner leur opinion sur les conditions cadres de l'entrepreneuriat. Donc, c'est énorme. Là, c'est un réseau de plus de 400 chercheurs. Là, c'est tout près de 500 chercheurs et spécialistes qui font partie du consortium GEM. Donc, voilà, et donc, on vous présente aujourd'hui le portrait de 2019. Étant donné qu'on fait une photographie dans un temps donné, il faut classer les gens selon les différentes étapes du processus entrepreneurial. Donc, évidemment, l'ensemble de la population en général fait partie des entrepreneurs potentiels là, qui peuvent avoir des connaissances ou non à l'égard de l'entrepreneuriat, qui peuvent valoriser ou non la carrière entrepreneuriale, qui peuvent développer l'intention de devenir entrepreneur. Et ensuite, il y a les gens qui passent à l'action, qui deviennent des entrepreneurs naissants. C'est l'étape du pré-démarrage où ils ont un projet puis sont en train de le développer. Et une fois que l'entreprise commence à verser des salaires, ça devient des nouveaux entrepreneurs. Et jusqu'à 42 mois de salaire versé, on les considère dans l'entrepreneuriat émergent. Donc, c'est notre principal indicateur là, qui combine à la fois les entrepreneurs naissants et les nouveaux entrepreneurs. Tous ces gens-là qui finissent par rendre leur entreprise pérenne quand il y a plus de 42 mois de salaire versé, on parle d'entrepreneurs établis. Puis évidemment, tous ces gens-là peuvent quitter à tout moment l'entrepreneuriat et redevenir donc des citoyens ordinaires dans ordinaire pas au sens péjoratif évidemment, mais des gens qui sont pas dans le processus entrepreneurial. Cette année, petite particularité, comme on le mentionnait tantôt, l'écosystème entrepreneurial, très sommairement, le cadre conceptuel, ce que ça dit, c'est que il y a 10 grands piliers qui constituent l'écosystème entrepreneurial, que ce soit la capacité des acteurs à se mettre en réseau, le leadership, l'accès à de la finance, l'accès à des talents, les nouveaux savoirs, les soutiens, et ainsi de suite. Donc, toutes ces conditions cadres-là constituent les grands piliers de l'écosystème entrepreneurial. Et tous ces piliers-là sont susceptibles de générer de l'activité entrepreneuriale qui, en retour, va créer de la valeur globale pour la société. Et donc, c'est le cadre conceptuel qu'on a utilisé pour mesurer les écosystèmes. Plus spécifiquement, en termes de méthodologie, le consortium nous oblige à avoir minimum 2000 répondants dans chacun des pays. Nous, on avait 7651 répondants pour le Canada, dont 757 au Québec. On fonctionne avec moitié-moitié panel web et téléphone. Et dans la partie téléphone, c'est 80% de lignes fixes, 20% de lignes mobiles, donc des cellulaires. Et puis, on procède donc par échantillonnage stratifié, pondéré selon le sexe, l'âge et la province, ce qui procure une marge d'erreur de 4,5% 19 fois sur 20. Donc, c'est quand même assez solide, disons, comme échantillonnage. Cette année, étant donné qu'on faisait le portrait de l'écosystème, on a eu aussi recours à 30 experts triés sur le volet qui sont tous et toutes de Montréal et qui ont tous et toutes été mobilisés pour leur expertise spécifique de l'un des 10 paliers, mais parfois plus d'un palier pour certains répondants. Et donc, ce sont des partenaires, ce sont des qui nous ont suggéré une liste de personnes tout à fait pertinentes pour représenter notre groupe d'experts. Et puis, pour chacun des piliers de l'écosystème entrepreneurial, ça repose à la fois sur des mesures qu'on a prises dans l'enquête auprès de la population adulte de plus de 700 répondants. Pour Montréal, on parle d'à peu près 400 répondants qui ont été mobilisés pour la ville en tant que telle. Et puis, évidemment, des réponses
dans le panel d'experts, des 30 experts aussi. Ce qui fait que pour chacun des piliers, comme vous le voyez, là, il y a 15, 10, 11, 12, il y a un certain nombre de variables qui proviennent à chaque fois des 2 grandes collectes de données. Et puis, le consortium nous calcule des indicateurs et pour chacun des piliers, donc, on a un indicateur qui varie entre 0 et 10 pour tenter d'estimer, si on veut, là, la qualité du pilier en question. Donc voilà, portrait de l'écosystème entrepreneurial de Montréal. Je souligne au passage la collaboration d'un partenaire super important, l'École des entrepreneurs du Québec, qui nous a aidés financièrement là, pour pouvoir collecter les données, le suréchantillonnage de Montréal et aussi pour nous aider à identifier les experts de l'écosystème entrepreneurial de Montréal. Donc, je vous présente les 10 piliers en question. Vous avez le score de chacun des piliers. C'est, comme je disais tantôt, de 0 à 10. Et donc, je les ai ordonnancés par ordre décroissant. Et puis, Marc va vous présenter chacun de ces piliers-là avec un peu de détails pour vous montrer qu'est-ce qu'on a trouvé en termes de résultats sur chacun de ces piliers-là. Merci, Étienne. Donc, effectivement, la grande nouveauté et l'utilité, là, je voyais dans le chat, il y a des questions de la différence, par exemple, entre d'autres indicateurs des écosystèmes entrepreneuriaux. Le grand avantage, en fait, le principal avantage du GEM par rapport à d'autres indicateurs, c'est que effectivement, ça permet de comparer les piliers de l'écosystème entrepreneurial de Montréal avec ceux d'autres régions, puis en particulier de grandes villes où on observe effectivement là, beaucoup d'activités entrepreneuriales, comme par exemple Tel Aviv, Sao Paulo oh, je ne suis pas capable, Étienne, de changer la diapositive. Merci. OK. Donc, comme Étienne le disait, il y a 10 piliers. Donc, rapidement, dans le rapport, ce qu'on fait, c'est qu'on attire l'attention sur certains des trouvailles. Donc, bien entendu, un score comme ça, par exemple, pour les infrastructures, un score de 7,7, ça ne veut pas dire grand-chose si ce n'est pas comparé avec celui des autres grandes capitales, des autres régions. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement, en passant à travers les 10, juste souligner certaines choses qui nous apparaissent intéressantes et qui pourraient attirer, faire l'objet de discussion lors du panel. Donc, on voit là, effectivement que le score de 7,7 pour les infrastructures ici à Montréal, on voit que l'accès à une connexion Internet de pointe est relativement bonne. En fait, c'est un très haut score, 9,1, puisque cette qualité-là, elle est reconnue non seulement auprès des experts, mais également auprès des entrepreneurs naissants. Mais à l'opposé, on voit que les problèmes d'immobilier, l'accès justement à l'espace physique pour avoir son entreprise, puis également au niveau des infrastructures de transport pour les propriétaires des entreprises est moins intéressant. Donc, on voit que l'effervescence économique au Québec, surtout à Montréal, en 2019, était particulièrement commençait à avoir des problèmes de capacité d'espace immobilier. Pour le prochain pilier, donc pour la demande, bien entendu, pour la demande, ce qu'on remarque effectivement, c'est qu'au niveau de la demande, on voit que les experts considèrent que vraiment les entreprises nouvelles et en croissance peuvent facilement vendre leurs biens et leurs services localement. Effectivement, la situation économique au Québec en 2019 était très, très, très favorable. Par contre, on remarque que pour sortir de la grande région de Montréal, pour accéder à la clientèle, c'était moins fort. Et donc, on voit que Montréal, par exemple, par rapport à la très grande ville du Caire ou par rapport à Riyad ou Abu Dhabi, quand même,
Montréal tire son épingle du jeu là, en termes de la demande. Prochaine diapo. Donc, un des aspects qui est important dans le GEM, qui provient essentiellement du rapport de STAM, c'est deux nouvelles catégories là, importantes là, au niveau des infrastructures qui soutiennent le fonctionnement, le foisonnement des écosystèmes, c'est le réseautage. Et donc, on voit ici que pour le réseautage, ça donne un score de 7,3. Et ce qui est très bon, c'est on remarque qu'à Montréal, le score idéal, le score total de 10. Donc, on voit que les experts, effectivement, connaissent d'autres entrepreneurs et on voit que cette connaissance des entrepreneurs est relativement partagée là, également par les entrepreneurs. À l'autre bout, par contre, ce qu'on remarque, c'est que bien qu'on connaît des entrepreneurs et que les entrepreneurs eux-mêmes, surtout les entrepreneurs naissants, considèrent qu'ils participent à des événements de réseautage, on se rend compte que l'évaluation des experts par rapport à la participation des entrepreneurs naissants et des propriétaires d'entreprises à ces activités-là est moins intéressante. Donc, là, encore une fois, un contraste entre la perspective entre les experts et les entrepreneurs. Ici, là, ce serait des choses qu'il faudrait mieux comprendre. Mais globalement, puis c'est ça qui est intéressant dans le GEM, c'est qu'on remarque que globalement, par rapport à toutes les autres grandes régions dans le monde, Montréal se situe dans un des piliers très importants pour favoriser le développement entrepreneurial. On se rend compte que Montréal se classe vraiment les premiers de classe parmi les grandes capitales mondiales. Donc, pour la culture entrepreneuriale, ben là, on voit qu'effectivement, le score de 6,9 situe Montréal un peu plus près de la médiane de notre échantillon de grandes capitales mondiales. Malheureusement, excusez, pas malheureusement, on voit qu'effectivement, il existe beaucoup d'événements pour encourager les entrepreneurs au démarrage. On voit qu'effectivement, les gens également, il semble que la population en général, surtout auprès des entrepreneurs naissants, considère que la plupart des habitants, en fait, que la population en général est très favorable aux activités entrepreneuriales et en particulier à ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Par contre, à l'inverse, on voit encore une fois, et ça c'est un thème constant qui revient dans tous les rapports qu'on a là, depuis le début, depuis 2013, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, la peur de l'échec et l'intention de vouloir partir une entreprise dans les prochaines années, on souhaiterait que même si la culture est très favorable, on aimerait, les experts considèrent que ces éléments-là devraient être légèrement supérieurs à ce qu'on observe. Pour ensuite, l'élément du talent, comme je viens de parler, le côté talent est très, très, très important. C'est une des nouvelles, en fait, quand on va arriver dans la section des données de l'activité entrepreneuriale, c'est une des nouvelles contributions qu'on a eues. On se rend compte effectivement ici que les pénuries d'employés, on a le constat qu'on retient, c'est qu'on a encore beaucoup de qualité. Au niveau des compétences, la qualité est excessivement bonne. On a des scores de 8,4, mais lorsqu'on regarde la quantité, et là, on se rappelle 2019, il y a des discussions de pénurie de main-d'œuvre et ainsi de suite. On voit que chez les propriétaires d'entreprises et chez les entrepreneurs naissants, c'est un peu plus problématique, là. Et donc, Montréal se situe quand même, en dépit de tout ça, quand même dans le troisième là, dans le classement à l'international. En termes de savoir, des connaissances, ben, effectivement, le point fort de Montréal, c'est vraiment que les experts considèrent que les entreprises naissantes et les entreprises existantes utilisent les nouvelles technologies. Par contre, un peu plus faible, plus bas dans la liste, on se rend compte que la libre circulation des connaissances et également cette habileté-là des entreprises à vouloir intégrer les connaissances d'une personne ou d'une organisation dans leur fonctionnement serait améliorée. Ceci étant dit, encore une fois, Montréal se situe là
parmi les 3 pays les 3 régions, les 3 capitales les plus importantes. J'utilise le mot capitale là, dans le sens là, pas précis, là. J'utilise de manière générique, là, je m'excuse, là. Mais on pourrait utiliser métropole, mais il y en a certaines qui sont des capitales. Vous m'excuserez ça. On va passer. Donc, le 7e, ça c'est très important, hein, les services de soutien et les intermédiaires. On se rend compte que chez les entrepreneurs, le soutien à la création de nouvelles entreprises par incubation ou accélération, et ça, on en lit beaucoup dans les journaux, on se rend compte qu'effectivement, chez les entrepreneurs naissants, c'est une des dimensions du soutien qui est très favorable à Montréal. Par contre, chez ces entrepreneurs naissants-là, on se rend compte que la disponibilité à l'accès à des ateliers, ce que moi j'appellerais la formation continue, le développement des connaissances et des compétences entrepreneuriales continues chez les entrepreneurs serait à améliorer, là. Et ce constat-là, il est partagé également par les propriétaires d'entreprises existantes. Ceci étant dit, Montréal, encore une fois, se classe dans le top 3 au niveau des services de soutien et intermédiaires. Pour le financement, bien, on observe effectivement, là, c'est un constat qu'on verbalement, qualitativement, on l'a. Chez les experts, on considère généralement que l'accès est suffisant à l'entrepreneuriat, soit au niveau de la croissance ou au niveau du démarrage. Par contre, lorsqu'on regarde, on s'intéresse aux questions de financement au niveau de l'informel ou même l'accès suffisant à des fins de prédémarrage, donc au développement du concept entrepreneurial, ça sera amélioré. Relativement parlant, on remarque que comparativement aux autres régions, bien, Montréal est bon deuxième, juste derrière Riad. Et ça, ça reflète vraiment l'effet qu'effectivement, il y a beaucoup de financement à Montréal. Et ça, qualitativement, on l'entend souvent, ça. Avant-dernière, le leadership, qui est la deuxième, je vous disais tout à l'heure, il y avait 2 piliers nouveaux là, dans le GEM qui nous permet de comparer. Le leadership, c'en est un. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on remarque qu'au niveau du leadership, même si on a une cote de 6,2 qui pourrait apparaître basse, en fait, on est deuxième à travers le monde. Et donc, d'où vient ce 6,2-là? Bien, la présence d'un entrepreneur à fort potentiel dans la communauté des entreprises de la région de Montréal, c'est considéré comme très favorable. Et là, on le sait, là, dans le journal des affaires, par exemple, souvent on entend parler, on a des portraits d'entrepreneurs. Et donc, c'est un peu normal où je pense que l'indicateur reflète très, très bien la réalité montréalaise. Par contre, là où le bas blesse, et ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on va aborder lors du panel, on voit que le mentorat qui est offert et le parrainage qui est offert, soit aux propriétaires d'entreprises établies ou même pour les entrepreneurs naissants, on parlait au niveau de la vallée de la mort, au niveau de, une fois que j'ai fait mon démarrage, après ça, me sentir accompagné pour la poursuite des choses, c'est là où les entrepreneurs naissants et les propriétaires d'entreprises considèrent qu'il pourrait y avoir plus dans la région de Montréal. Ceci étant dit, comme je disais, Montréal est quand même deuxième. Et le dernier pilier, c'est les institutions. Et là, il y a un portrait très intéressant qui émerge. On voit que Montréal, premièrement, au niveau des institutions, en dépit, vous le savez, au Québec, hein, on a des programmes vraiment importants au niveau de l'entrepreneuriat. On a Ose entreprendre, on a des tables d'action en entrepreneuriat. Ceci étant dit, en dépit de tous ces efforts-là, on remarque qu'effectivement, les experts considèrent qu'au niveau des programmes, c'est très fort, le soutien, il est là, et c'est une priorité non seulement du gouvernement provincial, mais également de la Ville de Montréal. Hein. On connaît PME Montréal, donc il y a beaucoup d'efforts qui se fait à ce niveau-là. Par contre, la bureaucratie, et ça, je peux vous le dire, là, moi j'ai travaillé à Industrie Canada longtemps, la bureaucratie et ce que j'appelle le fardeau de la paperasse semble être un enjeu récurrent, ce qui fait que Montréal, soudainement,
recule et s'approche de la médiane. Donc, globalement, ce que ça donne au niveau de l'évaluation, c'est que quand on considère tous ces indicateurs-là, c'est pour ça que Montréal, dans un classement global des écosystèmes du Global Entrepreneurship Monitor, Montréal se classe en tête. Et donc, ce qui suggère que l'écosystème de Montréal, par rapport aux autres écosystèmes dans le monde, est l'un des meilleurs au niveau international. Donc, c'est ça. Donc, l'écosystème entrepreneurial de Montréal est l'un des plus dynamiques des écosystèmes mesurés dans l'échantillon du Global Entrepreneurship Montréal. Les points forts, c'est que le réseautage et les infrastructures sont deux piliers considérés comme étant les meilleurs. Les institutions, on doit encore travailler là-dessus et peut-être travailler encore plus au niveau local. Et là, la question que peut-être qu'on va pouvoir discuter lors du panel, c'est est-ce que, étant donné l'écosystème qu'on a, est-ce qu'il est en mesure de faire preuve de résilience face aux événements qu'on connaît là, qui sont survenus en 2020? Excellent. Merci, Marc. Je vais reprendre le flambeau pour poursuivre. En fait, comme on le mentionnait tantôt, il y a la partie sur l'écosystème qui est un des chapitres importants du rapport, mais il y a tous les autres indicateurs qui sont produits à chaque année. On parle au total d'un rapport qui a plus de 70 pages, là, donc on va vous présenter vraiment un éditorial excessivement sélectif de ce qu'on peut retrouver dans le rapport pour 2019. Mais ce qui nous semblait intéressant à vous montrer, c'est un des indicateurs forts, c'est la question des intentions entrepreneuriales. On avait vu en 2018 qu'il y avait eu une chute importante au Québec de l'intention d'entreprendre, où on était passé de 25,6 % de la population qui avait l'intention d'entreprendre à 18,4 %. Et on a vu donc en 2019 qu'il y avait reprise d'une certaine façon des intentions d'entreprendre jusqu'à 21,1 %, ce qui nous classe un peu en dessous du reste du Canada, mais c'est excessivement marginal et quand même au 7e rang là, des territoires jugés comparables là, des pays de l'OCDE. Ce qui fait que globalement, on a vu donc en 2019 une hausse de l'intention d'entreprendre. Autre élément aussi important, autre indicateur en fait incontournable, l'activité entrepreneuriale émergente. On avait vu également en 2018 une baisse importante. Si vous regardez le graphique du bas, là, il y a une hausse constante depuis qu'on fait les études en 2013 ici à l'UQTR. Donc, et en 2018, il y avait eu une baisse à 13 %. Et on voit donc qu'en 2019, il y a reprise de l'activité entrepreneuriale au Québec. Alors, pourquoi 2018, il y a eu une baisse? On n'a pas vraiment d'explication là-dessus, mis à part que c'était une année électorale. Alors, peut-être que les gens voulaient attendre de voir s'il était peut-être pour avoir des nouveaux programmes ou pas, qui étaient pour émerger d'un nouveau gouvernement qui était à être élu. Qui sait? On ne sait pas trop. Mais donc, reprise de l'activité entrepreneuriale pour rejoindre presque le reste du Canada. Et quand même, le Québec figure parmi les pays les plus dynamiques en termes de prédémarrage et démarrage d'entreprises. Donc, l'entrepreneuriat émergent. On a séparé, juste pour vous illustrer, puis peut-être ça pourrait susciter la discussion, là, on a comparé l'activité entrepreneuriale émergente des femmes et des hommes, mais surtout voir la tendance au fil du temps. Et ce qu'on remarque, c'est que la fameuse baisse de 2018 était essentiellement causée par une baisse chez les hommes. Donc, si vous remarquez au niveau des femmes, il y a une hausse constante de l'activité entrepreneuriale émergente depuis 2013. Tandis que pour les hommes, aussi une hausse assez importante, sauf une baisse en 2018 très importante, puis un retour, disons, aux taux relativement normaux là, des 3-4 dernières années, avec un taux égal pour les hommes entre le reste du Canada et le Québec. Si on regarde aussi au niveau des femmes, donc, il y a quand même un petit écart qui persiste entre les hommes et les femmes en termes de l'activité, entre les femmes du Québec et du reste du Canada en 2019, il y a un écart qui persiste, mais on voit que l'écart tend à rétrécir. Là. Les femmes du reste du Canada
ont moins été dans l'activité entrepreneuriale émergente, puis celles du Québec ont remonté un peu. Donc, il semble y avoir l'écart semble se resserrer un peu au niveau des écarts entre les femmes du Québec et les femmes du reste du Canada. Peut-être un élément super intéressant cette année, en fait, c'est la première fois que le consortium posait des questions sur les motivations principales des gens qui sont dans l'entrepreneuriat émergent. Autrement dit, pourquoi vous voulez devenir entrepreneur? Quelles sont vos motivations principales? Et il y a 4 motivations qui ont été proposées par le consortium. Je vous en présente 2, puis à mon avis, elles sont assez illustratives de la situation. La motivation qui est la plus forte, en fait, c'est la motivation pour faire une différence dans le monde. Donc, si vous remarquez, là, c'est non seulement le score le plus élevé en absolu, 74,1, mais c'est aussi le score le plus élevé de tous les pays comparables. Donc, ça semble être au Québec où les gens vont démarrer le plus pour vraiment faire la différence dans le monde. Si on regarde au niveau de la création de grandes richesses puis des revenus élevés, donc en bon québécois, là, pour faire du cash ou faire de l'argent, ça ne semble pas être la source de motivation la plus grande. Évidemment, il y a 54% des entrepreneurs émergents qui mentionnent que ça fait partie de leur motivation, donc à peu près un entrepreneur sur 2, mais ça ne figure pas au premier rang, c'est presque à la médiane et c'est en dessous même du reste du Canada. Donc, on voit qu'au Québec, là, il y a vraiment une volonté de vouloir créer une entreprise pour faire la différence et moins pour faire de l'argent. Alors, il semble y avoir un changement dans les valeurs, peut-être, au niveau des entrepreneurs qui créent des nouvelles entreprises. Un élément aussi très, très important de souligner en termes d'entrepreneurs établis, donc ceux que ça fait plus de 42 mois qui versent des salaires, on remarque que le Québec est vraiment à la traîne là, des pays comparables, là, à 5,3 d'entrepreneurs établis. Et on voit en termes de tendance une baisse presque annuelle systématique là, depuis 2013, mis à part 2014 qui avait eu une hausse, mais toutes les années subséquentes jusqu'à 2019, on voit le déclin là, des entrepreneurs établis. Et donc, ben, ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent démarrer des entreprises et qui le font, qui se placent en action, mais ils ne semblent pas réussir à avoir de pérennité dans l'entreprise puisque dépassé 42 mois de salaire, les entrepreneurs ne sont pas là, sont plus là, sont même moins là d'année en année. Puis ce qu'on remarque aussi en parallèle, les sorties entrepreneuriales, c'est-à-dire ceux qui quittent l'entrepreneuriat, il y a une hausse quasi constante, mis à part quelques fluctuations annuelles, mais il y a une hausse quasi constante à la fois au Québec puis au reste du Canada, ce qui veut dire que en gros, là, beaucoup de gens se lancent à l'aventure, veulent démarrer une entreprise, puis ils le font pour vouloir changer le monde, mais ils ne réussissent pas à rendre leur entreprise pérenne et beaucoup quittent l'entrepreneuriat en cours de route. Donc, ça semble être le portrait qui se dégage globalement, disons, des dernières années, puis en particulier en 2019. Donc, la question un peu, c'est est-ce qu'il y a effectivement assez peu d'entreprises pérennes et comment faire donc pour changer cette tendance-là? Si on fait peut-être un constat général même de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on voit que l'écosystème semble favorable. En fait, l'écosystème de Montréal, mais sans doute d'autres écosystèmes dans la province pourraient être favorables pour amener les gens à vouloir à être entrepreneurs puis à se lancer. Mais il y a de la difficulté à rendre l'entreprise pérenne. Fait qu'une des questions, comment l'écosystème pourrait favoriser la pérennité de ces entreprises-là qui sont démarrées, puis de permettre aux entrepreneurs qui ont cet élan entrepreneurial-là, et en particulier pour changer le monde, d'avoir le soutien requis pour dépasser donc les 42 mois de salaire versé, puis devenir des entreprises établies. Puis, un petit rappel aussi, toutes ces données-là ont été collectées avant la pandémie. Fait qu'une des questions aussi générales qu'on se pose, c'est dans quelle mesure la pandémie a pu bouleverser toutes ces données-là, puis en particulier l'écosystème, notamment comment les soutiens à l'entrepreneur, puis comment tout l'écosystème s'est adapté à Montréal. Et pour le moment, on n'a pas encore de vision là-dessus. On a des données pour 2020 éventuellement qui vont être publiées au tout début de la pandémie, puis on envisage même
dans les prochaines années, là, faire d'autres mesures de l'écosystème entrepreneurial de Montréal et peut-être la Ville de Québec. On a des partenaires qui se sont montrés intéressés à mesurer aussi la Ville de Québec. Et donc, on pourrait voir comment l'écosystème de Montréal et celui de Québec même se situent post-pandémie, puis dans quelle mesure il y a une forme de résilience qui peut exister dans ces écosystèmes-là. Donc, on est là. Voilà, le rapport est disponible, comme je disais, c'est plus de 70 pages, là, donc disponible sur mon site Internet personnel. Il va être disponible éventuellement sur le site de l'Institut de recherche sur les PME également, puis sur le site du consortium GEM, www.gemconsortium.org. J'en profite au passage pour remercier les nombreux partenaires qui nous permettent à chaque année là, de réaliser une étude d'aussi grande envergure comme celle du Global Entrepreneurship Monitor. Et donc, voilà, ça fait le tour de la présentation. Je passerai la parole à Marie, puis on va amorcer dans les prochaines minutes les discussions avec notre panel d'invités. Donc voilà, Marie, je te passe la parole. OK, alors merci Marc et merci Étienne pour votre forte, intéressante présentation qui, on le voit par l'activité sur le chat, sur le clavardage, suscite beaucoup comment je dirais, inspire beaucoup de commentaires et de questions. Alors donc, nous allons passer à notre panel et donc, j'inviterai les membres du panel à se présenter eux-mêmes et ensuite à réagir au contenu du rapport, mais aussi en particulier là, sur la section qui portait sur l'écosystème de Montréal. Alors, mesdames et messieurs du panel, je vous demanderai d'allumer vos caméras et vos micros et donc la parole est à vous. Alors, Anne-Marie. Je pensais qu'on gardait le même ordre. Je te laissais la prise de parole, André. Bon, on rejoue une pièce de théâtre. Bonjour à tous, André Menard, directeur innovation andragogie à l'École des entrepreneurs du Québec. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Je m'occupe pour l'École des entrepreneurs de tout ce qui est la création de programmes justement d'accompagnement. L'École des entrepreneurs est destinée vraiment au développement des compétences entrepreneuriales. Donc, on a 8 campus à travers le Québec. On a une division internationale aussi. Donc, on travaille avec beaucoup d'entrepreneurs sur le terrain et on est actif, j'allais dire, du prédémarrage jusqu'à la relève. On a un positionnement de croissance sur la plupart des campus, mais Montréal, on est très, très positionné sur tout ce qui est démarrage, post-démarrage, aussi croissance et relève. Alors, je vais prendre la balle. Mon nom, c'est Anne-Marie Laflamme. Je suis cofondatrice puis co-designer de l'entreprise Atelier B. C'est une marque de vêtements et d'objets minimalistes conçus, fabriqués et distribués par notre entreprise, donc une entreprise qui est intégrée verticalement, puis qui est dirigée par moi-même et mon associée Catherine Métivier, donc 2 femmes fondatrices. On travaille avec des fibres naturelles, puis on produit localement, donc avec peu d'intermédiaires. On donne une grande place à notre impact environnemental, en fait, dans notre processus pour le diminuer. On est en train de lancer un projet d'ailleurs en économie circulaire qui va faire de nous une des premières, sinon la première marque canadienne à avoir une production complètement zéro déchet. Donc, c'est sûr que ces valeurs-là, ça affecte notre point de vue sur l'entrepreneuriat aussi. Alors, voilà, je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, bonjour, Louis-Félix Binette, je suis directeur général du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, plus souvent avec son petit nom MAIN. Notre travail, en fait, le MAIN est un réseau d'accélérateurs et incubateurs d'entreprises de nouvelle génération, on va dire. On s'intéresse principalement aux entreprises souvent technologiques, pas mal toujours innovantes, mais qui sont sur des modèles d'affaires de très grande croissance. Donc, on va parler même souvent d'hyper-croissance. Donc, en langage commun, on parle de start-up, faute d'un mot plus approprié en français, bien qu'il y ait plusieurs essais là. Donc, vous allez voir dans mes commentaires que mon intérêt porte particulièrement sur ce type d'entreprise-là,
qui répond à des dynamiques parfois différentes, même contradictoires par rapport aux dynamiques de PME traditionnelles. OK, donc si je vous posais la question, quelle est votre réaction lorsque vous entendez que Montréal est l'écosystème entrepreneurial le plus dynamique au monde? André, c'est sûrement le résultat du travail de ton organisation depuis 25 ans. Tu vas peut-être commencer avec la première réaction. Merci Louis-Félix. Je voyais ton micro ouvert, je pensais que tu allais y aller. Oui, je dirais effectivement, nous, on peut comparer, j'allais dire, à l'École des entrepreneurs qu'on est présent pas mal au Québec et puis dans plusieurs continents, sur plusieurs continents. J'allais dire, ce qu'on voit effectivement, Montréal, il y a un écosystème qui est très complet, il y a beaucoup de disponibilité, il y a beaucoup d'organismes d'aide, il y a beaucoup de sources de financement et d'appui aux entrepreneurs. Ce que je dirais peut-être, c'est quand il y a trop, c'est un peu comme quand il n'y a pas assez. C'est dur pour les entrepreneurs de s'y retrouver. Puis je pense qu'un élément essentiel, puis je renvoie un peu la balle à Lou Félix là-dedans, de plus travailler ensemble, de se regrouper entre organismes pour mieux informer, c'est peut-être quelque chose là, qui reste encore à construire et à faire mieux. Parce que vous le savez, dans l'écosystème montréalais, la 2015, création du réseau PME Montréal, il y a eu un rebrassage un peu des cartes là, dans le portrait. Puis effectivement, là, ça prend du temps, j'allais dire, pour retrouver ses marques avec les nouvelles structures. Donc, c'est important, je pense, là, et on le fait tous, hein, on voit tous les gens qui travaillent avec nous là, dans l'appui à l'entrepreneuriat. De manière individuelle, là, on va référer un entrepreneur qui cherche du financement à un autre organisme. On va essayer de communiquer pour lui faciliter la vie, là, mais peut-être que ça, c'est encore quelque chose qui est à améliorer et qui aiderait un meilleur appui à l'entrepreneuriat ici à Montréal. Je vais faire un peu de millage là-dessus, André. D'abord, je le lis avec plaisir et pas trop de surprise quand même, parce que la trouvaille du GEM, de ce rapport du GEM n'est pas unique. On retrouve des critères de dynamisme vraiment marquants pour Montréal dans des rapports, par exemple, comme le Startup Genome. Montréal, on le voit, là, beaucoup de gens connaissent un entrepreneur. Il y a beaucoup de collisions. C'est une ville extrêmement dense, extrêmement créative, avec beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres. On le sait, on est connu pour ça même au niveau culturel. On se rend compte, la pandémie nous fait particulièrement mal. Mais ce dynamisme-là, on le voit, n'est pas nécessairement porteur de succès entrepreneurial. C'est-à-dire, il y a un dynamisme entrepreneurial, mais au niveau du succès, ça se traduit pas nécessairement par un plus grand nombre d'entreprises qui réussissent ou qui durent. Et je pense que le fait qu'il y ait un certain dynamisme entrepreneurial, il y a une mode, c'est presque un marché d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de joueurs émergents, là, comme le disait un peu André. Il y a beaucoup d'offres de services qui se développent pour soutenir les entrepreneurs. Et peut-être qu'actuellement, on est dans une phase, disons, adolescente là, dans la maturité du marché d'accompagnement d'entrepreneurs, où il y a beaucoup d'offres qui se développent parce que c'est un marché émergent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, l'intention d'entreprendre est au rendez-vous. Les opportunités d'entreprendre à l'échelle locale, régionale ou mondiale, les opportunités d'amener du changement sont là. Mais l'offre, disons, on se bouscule un peu, puis il y a beaucoup d'offres. Et un des enjeux sur lesquels on essaie de travailler au niveau des accélérateurs incubateurs, quand même a été créé il y a 5 ans, on comptait une douzaine d'accélérateurs. Aujourd'hui, on est peut-être rendu à 75 dans 5 ans. Donc, faites le calcul là, au niveau de la croissance de l'offre. De générer un peu plus de lisibilité, d'intelligibilité du point de vue de l'entrepreneur. Parce que normalement, plus d'offres, ça devrait être bon pour le consommateur en économie. Mais là, le client entrepreneur, là, il a beau avoir plus d'offres, il n'y a pas plus de temps pour magasiner les offres et faire des choix éclairés. Et dans la durée de vie, dans les premières années de vie d'un entrepreneur, la notion de choix éclairé est super importante. Donc, c'est peut-être un peu les deux côtés de la médaille du dynamisme. Là. Actuellement, notre dynamisme ne nous sert pas nécessairement à long terme. On a encore du travail à faire, mais ça va dans la bonne direction. Moi, je peux seulement parler par rapport à mon expérience personnelle en tant qu'entrepreneur. Nous, ça fait 12 ans que notre entreprise existe. Ça fait 14 ans qu'on travaille sur ce projet-là, mais il a été mis sur le marché en 2009. C'est sûr qu'on a parlé aussi dans le rapport de la pérennité des entreprises. Pour nous, en tout cas, l'entreprise a survécu ces 12 années-là grâce à l'écosystème entrepreneurial puis au réseautage, tant
entre les entrepreneurs qu'avec les organismes. Parce qu'il y a la relation entre entrepreneurs aussi, puis le partage d'expériences, puis le partage de ressources qui est dynamique à Montréal, puis qui est essentiel pour nous. Donc, de nourrir ce réseau-là, puis cet écosystème-là pour nous, d'avoir des bonnes relations, d'avoir des bons liens, tant avec les organismes qu'avec les autres entrepreneurs. Ça a fait que quand on a eu des défis, des échecs ou des montagnes à surmonter, comme dans la dernière année, c'est ce réseau-là, puis cet écosystème-là qui a fait qu'on a passé à travers, puis que ça a donné une pérennité à l'entreprise. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'aide au démarrage au niveau des organisations. Nous, ça nous a été utile de trouver de l'aide en cours de route pour la gestion de la croissance, puis pour la gestion des nouveaux défis quand on passe aussi d'entrepreneur à gestionnaire, là, que l'entreprise se développe, puis qu'on a des nouveaux apprentissages à faire sur le tas, comme on dit. C'est cet écosystème-là qui nous a permis de grandir avec l'entreprise puis de résoudre les problèmes. Donc, définitivement, on aurait peut-être duré quelques années seulement si on avait été isolé. À moins que vous ayez d'autres commentaires là-dessus, mais je vais quand même continuer avec ça. Comment est-ce qu'un entrepreneur, peut-être Madame Laflamme, ou une entrepreneur peut faire son choix dans la variété d'offres de ressources ou d'accompagnement qui lui est offert? Est-ce que c'est une difficulté? Parce qu'on a parlé de 75, je pense, là, organismes qui peuvent fournir l'accompagnement aux entrepreneurs. Comment est-ce qu'on peut faire son choix là-dedans quand on est entrepreneur? C'est certain qu'on y va par référence aussi. Des gens qui vont nous recommander certains organismes, on vérifie si on se qualifie, parce qu'on ne se qualifie pas pour tous les organismes. Par exemple, il y en a beaucoup plus qui sont spécialisés dans le démarrage. Donc, le choix devient plus facile à faire plus le temps passe. Mais on va y aller, je pense, avec l'instinct par rapport la compatibilité avec l'organisme au niveau des valeurs ou des façons de travailler. Puis par rapport à, c'est ça, la réputation de ces organismes-là. Il peut y avoir des enjeux de frais aussi, surtout quand on est en démarrage. Est-ce que c'est des services qui sont subventionnés, qui sont gratuits, soit avec des mesures comme Emploi Québec ou par des programmes justement d'accompagnement qui sont peu dispendieux. Nous, on a testé toutes sortes d'accompagnements, que ce soit privé ou justement subventionné ou par des organismes en groupe, en solo, tout ça. Puis je pense que chaque entrepreneur va trouver des recettes qui fonctionnent bien, en fait, selon sa méthodologie de travail à lui aussi. Mais c'est sûr que c'est important de prévoir ce temps-là dans la vie de l'entrepreneur. Puis, c'est du temps qui, quand il est bien investi, qui est très, très payant, par contre, pour une entreprise. Quand on décide de s'impliquer, par exemple, dans un parcours entrepreneurial, oui, ça semble beaucoup quand on regarde l'agenda, mais finalement, c'est comme une espèce d'accélération rapide pour l'entreprise et pour l'entrepreneur aussi et son équipe, qui finalement, on se rend compte que oui, ça semblait beaucoup de temps, mais ça a tellement rapporté en termes de solutions puis de chemins parcourus que on apprend avec le temps aussi à valoriser ce temps-là pour l'accompagnement. Peut-être juste, Marie, juste un bémol sur ce que vous avez dit. Moi, j'ai dit 75 accélérateurs, incubateurs, donc des organismes qui offrent principalement, voire uniquement des services à des entreprises de type start-up. Mais quand on parle d'organismes qui offrent des services à des entrepreneurs, on doit facilement avoir dépassé le 500 au Québec. Donc, c'est quand même énormément. Puis là, avec la pandémie, plusieurs de ces organismes-là ont virtualisé leurs services, donc peut-être ratisse un peu plus large, etc. Donc, l'offre est vraiment grande. Et comme dit Anne-Marie, c'est comme des fois, ça peut être comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On a vu des cas d'entrepreneurs qui se sont essayés 2-3 fois. Le temps investi versus le temps disponible, le coût d'opportunité de mettre ce temps-là sur d'autres choses. Là. Des fois, des entrepreneurs qui se brûlent, entre guillemets, qui se font fermer la porte au nez, qui sont refusés, ça peut créer un peu une forme de réticence à aller chercher de l'aide. Donc, on a vraiment un devoir collectif comme communauté, comme écosystème, que ce soit à l'échelle montréalaise, dans certaines industries ou à l'échelle du Québec, de trouver une façon de mettre en place des outils, la mise en réseau, comme l'a fait l'École des entrepreneurs là, en cette année un peu partout au Québec, de créer des portes d'entrée standards à partir desquelles les entrepreneurs peuvent être redirigés efficacement vers d'autres organismes.
une responsabilité collective, mais c'est aussi contre-intuitif parce que la plupart des organismes ont tendance historiquement, à accompagner l'entrepreneur dans la durée. Et là, on rentre dans un match de soccer où il faut plutôt, comme organisme, il faut qu'on se passe la balle puis faire cheminer l'entrepreneur rapidement à travers différents organismes. Et ça, c'est un changement de mentalité au sein des organismes qui s'installent progressivement. OK, merci. Si je comprends bien, il faudrait peut-être accompagner l'entrepreneur pour l'aider à trouver des activités d'accompagnement ou un organisme qui pourrait l'aider. On va essayer on va aborder un autre. M. Ménan, peut-être vous aimeriez... Oui, oui, je voulais faire un peu de pouce là sur mes deux collègues. C'est sûr que nous, ce qu'on constate, l'École des entrepreneurs est active pré-démarrage jusqu'à croissance et relève. Ce qu'on voit historiquement, un peu ce que disait Anne-Marie, ce que confirmait Louis-Félix, il y a beaucoup d'aide au niveau du démarrage. Donc, dans le 0-2 ans, beaucoup d'organismes. Et puis après ça, les entrepreneurs sont un peu laissés à eux-mêmes en termes, il y a beaucoup moins de sources de financement, beaucoup moins de sources d'accompagnement après 2 ans. Puis on les retrouve un peu plus tard, j'allais dire, là où ils ont dû faire un peu leurs preuves. Là, on parlait du 42 à 48 mois. Puis c'est sûr qu'on a, j'allais dire, un besoin au niveau de la gestion de la croissance, un peu comme le disait Anne-Marie tout à l'heure. Puis dans cette zone-là de turbulence, c'est qui je connais ou qui me recommande à quel autre et puis qui peut me donner un coup de main, dépendamment de comment je rentre ou je ne rentre pas dans les programmes. Fait que c'est sûr que nous, ce sur quoi on a travaillé, là, Anne-Marie parlait de parcours. À l'École des entrepreneurs, on a une méthodologie de gestion de la croissance là, qui est basée sur les observations terrain là, au cours des 25 dernières années. Là, et puis, on a mis en place un modèle qui permet effectivement à l'entrepreneur de bien se positionner dans sa croissance, regarder où il s'en va, puis après ça, prendre un pas de recul pour bien s'organiser. Parce que ce qu'on a remarqué, là, puis il y a pas mal d'études là-dessus, c'est qu'un des déterminants de la croissance de l'entreprise, puis après ça, de la pérennité, c'est la volonté de l'entrepreneur de croître. C'est vraiment sur ses épaules. Est-ce qu'il veut croître et puis quel type de croissance il veut faire? Puis après ça, c'est le développement des compétences de gestion parce qu'il va devoir, lui, changer un peu de chapeau, adapter ses compétences pour pouvoir vivre la période de croissance parce que le démarrage et la croissance, ça ne fait pas appel au même mécanisme. Donc, dans le temps, nous, on a commencé à mettre en place, là, puis Anne-Marie le disait, elle est passée par le parcours C3, qui est un parcours qu'on a développé pour accompagner les entreprises culturelles et créatives. Ce genre d'initiative-là, ça aide à donner un encadrement puis à développer des réflexes qui permettent de se rendre un peu plus loin. Puis, il y a beaucoup d'engouement à Montréal en ce moment autour du mode, j'allais dire, parcours. Là, on peut penser au parcours innovation, développement durable et autres, là, qui sont des initiatives financées par Service Québec et la Ville de Montréal, justement parce qu'on trouve que les entrepreneurs là, sont très, très friands de cette méthode intégrée où il y a beaucoup d'experts, tout un écosystème qui travaille de manière conjointe autour d'eux pour leur donner du service autant individualisé que des formations qui permettent de développer leurs compétences. Fait que ça, je pense que c'est un modèle, là, ça fait depuis à peu près 2015 que les parcours avec le parcours innovation commençaient à voir le jour. Puis je pense que c'est un modèle là, qui fait une belle particularité à Montréal puis qui aide beaucoup les entrepreneurs qui passent à travers là, dans la pérennisation un peu de leur entreprise. OK, merci. J'aurais envie peut-être de faire du pouce ou de peut-être faire un lien entre un élément du rapport qui est ressorti, comme par exemple, on veut changer le monde ou on se voit avec un rôle social particulier lorsqu'on entreprend. Et est-ce que ça peut avoir un impact sur le parcours? Donc, d'un entrepreneur, cette façon de vouloir changer le monde, d'abord, est-ce que c'est nouveau, cette intention entrepreneuriale de vouloir changer le monde, faire sa marque? Et donc, je vous invite à commenter là-dessus, Madame Laflamme. Moi, je dirais pas que je voulais changer le monde, mais définitivement, l'envie de commencer le projet, dans notre cas, c'était définitivement de changer notre industrie, en tout cas, donc à plus petite échelle, d'avoir un impact positif dans notre milieu à nous. Puis c'est vrai au démarrage, mais c'est aussi vrai justement quand les entreprises grandissent ou parfois quand il y a un transfert d'une génération à l'autre pour les entreprises qui sont très vieilles ou quand il y a des nouveaux dirigeants, parce qu'on n'a pas le choix en tant qu'entreprise de se demander pourquoi on prend toutes ces ressources puis cette énergie-là à exister en fait, puis comment on veut impacter autant la vie de nos employés que la vie de nos clients, puis
comment on veut participer à améliorer justement notre industrie. En tout cas, nous, c'est un moteur dans à peu près toutes les décisions qu'on prend dans l'entreprise. C'est comment ça va améliorer la qualité de vie de l'équipe, puis comment ça va améliorer notre impact sur notre société, sur notre communauté. Donc, c'est certain que oui, changer le monde, là, mais à l'échelle micro dans un cadre d'entreprise. Je pense que c'est des questions qui se posent de plus en plus. Oui, c'est ça, dans comment on évolue en fait dans l'entrepreneuriat. Sans nécessairement être un OBNL ou une entreprise à caractère social, mais juste dans comment on est en réaction, en relation avec notre société, définitivement. OK. Moi, je suis assez d'accord avec Anne-Marie. On ne change jamais le monde au complet. C'est une machine beaucoup trop complexe. Donc on la change en laissant sa marque ou en laissant une marque. Et c'est à coup de changement de marque, des fois dans une même direction, des fois dans différentes directions, que le monde se transforme. On parle d'écosystème, c'est comme ça qu'un écosystème se transforme aussi. Hein. Si on rasait la forêt équatoriale pour la remplacer par une plantation, on serait beaucoup moins efficace que de maintenir la forêt et dans la forêt d'avoir des mutations qui amènent la forêt à améliorer ses processus. Donc, on est dans cette dynamique-là et je pense que le monde se change de différentes façons, puis il y a différents profils entrepreneuriaux. Les entreprises, on peut fonder des entreprises invincibles, comme celle d'Anne-Marie, je pense. Une entreprise invincible parce qu'elle est fondée sur ses valeurs, puis elle va constamment s'adapter aux nouvelles tendances, puis vouloir faire ça. Puis on peut vouloir fonder des entreprises de type start-up qui visent la lune et risquent probablement de manquer leur coup. Hein. C'est une approche probabiliste, c'est-à-dire qu'on ne vise pas le succès éternel d'une entreprise, mais on en lance beaucoup. On investit énormément pour qu'une ou deux réussissent à avoir un impact majeur. Et donc, quand je lis que les Québécois sont motivés par la notion de changer le monde, je me réjouis, mais quand je lis dans la même section du rapport que la notion de générer des revenus, générer de la richesse, générer de la valeur, ça m'inquiète aussi parce que si on veut changer le monde, puis faire une marque, à quelque part, il va falloir générer des revenus. On ne va pas juste faire ça sur la base des subventions gouvernementales. Va falloir générer des revenus et il doit y avoir une intention. Enfin, on doit éviter que ces deux choses-là soient en contradiction. Et quand ces deux choses-là ne sont pas égales, sont si distantes même dans le rapport, je me dis, on a un effort à faire. Dire, si on veut changer le monde, même si on entreprend sous forme d'économie sociale par une coopérative ou une BNL dont le but premier n'est pas de faire des profits, ne pas de faire des profits pour les actionnaires. On doit quand même penser à faire des revenus et des revenus en croissance pour pouvoir avoir un véritable impact. Et tu sais, moi, je regarde ce rapport-là, je peux me réjouir de plein de choses, puis on se tape dans le dos, puis on est content, mais je vois surtout des grands chantiers, des grandes tâches, puis je pense qu'on a là quelque chose d'important. Si la motivation de changer le monde est vraiment forte, il faut qu'on trouve une façon de trouver une motivation aussi à inventer des modèles d'affaires, même en innovation sociale, qui vont nous permettre de faire de l'argent, de réinvestir dans notre mission et d'imposer ou en fait de proposer au reste du monde notre vision québécoise de ce qu'est ce monde meilleur-là auquel on aspire. OK. Merci. Est-ce que M. Ménard, oui? Oui, c'est un débat qui est très, très intéressant. Je vous dirais, nous, notre approche est vraiment basée sur l'entrepreneur et non pas l'entreprise. Puis, je vois Anne-Marie, puis effectivement, nous, un des principaux points sur lesquels on insiste avec les entrepreneurs, c'est vraiment de les aider à clarifier leur intention, ce qu'on appelle leur intention stratégique, là, parce que oui, je veux changer le monde, mais après ça, comment ça va se réaliser à travers le véhicule qui est l'entreprise que tu es en train de monter, puis tout l'alignement entre le pourquoi, un peu ce qu'on veut faire, comment on veut changer le monde, puis après comment on va le concrétiser sur le terrain. Puis je rejoins beaucoup ce que dit Louis-Félix. Là, on fait beaucoup de démystification sur le côté faire de l'argent pour faire de l'argent. C'est un discours qui, effectivement, avec les entrepreneurs avec qui on travaille, qui passe moins bien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'argent. Puis l'argent que tu vas pouvoir faire parce que tu gères bien, parce que tu développes bien ton entreprise, va pouvoir être réinvesti dans ta croissance. Et je reviens là-dessus, dans la croissance que tu auras choisie. Croissance, ce n'est pas uniquement quantitatif, augmentation du chiffre d'affaires ou augmentation des profits, augmentation des emplois, mais aussi peut-être dans la qualité de vie de tes employés, dans un développement un peu plus large que la vision strictement pécuniaire. Donc ça, une fois que c'est travaillé, j'allais dire, c'est clarifié avec l'entrepreneur et c'est aligné avec le plan d'action, le plan de développement
je dirais même le plan de croissance de l'entreprise, on connaît après des croissances beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus pérennes avec des entrepreneurs qui se réalisent et qui concrétisent un peu l'idée de changer le monde qu'ils avaient au début, mais je le fais concrètement, je le fais pour vrai, puis je vais être capable de capitaliser là-dessus dans le temps. OK, merci. C'est un sujet qu'on pourrait développer davantage, mais je vois que le temps passe. Je vais d'abord demander peut-être à mes collègues Étienne et Marc s'ils voulaient ajouter quelque chose là-dessus. Puis sinon, on passerait à la période de questions avec les participants de l'auditoire. En fait, c'est des super échanges. Je ne sais pas si Marc avait un commentaire, mais moi, je trouve que c'est des super échanges qui permettent de bien contextualiser ce qu'on a amené comme résultat de recherche. Une des questions qu'on se posait aussi, c'est toute la question de la pandémie, puis comment la pandémie a pu transformer l'écosystème ou même transformer, on le sait, là, il y a eu beaucoup de transformations de plusieurs entreprises. On a remarqué, par exemple, plusieurs PME qui ont dû développer du commerce électronique pour survivre, là, parce qu'il n'y avait pas d'autres options. Dans les entrepreneurs naissants, ceux qui étaient en train de démarrer une entreprise, moi, je serais bien curieux de voir un peu comment ça s'est passé, puis surtout comment l'écosystème s'est réorganisé suite à la pandémie, puis est-ce qu'il y a des enjeux actuellement à cause peut-être de la pandémie ou fait qu'autrement dit, dans quelle mesure, face à ce qu'on a présenté, la pandémie a pu changer un certain nombre de choses dans l'écosystème ou pour les entrepreneurs que vous côtoyez? Là? Si je peux me permettre, ça a été extrêmement, comment je vous dirais ça, tout le monde a vécu un peu le coup près, là, le 12 mars, tout le monde se rappelle où il était le 12 mars au soir en 2020. C'est extrêmement brutal, extrêmement violent, puis je parle pour moi, puis je parle pour mes collègues formateurs et coachs. Puis Anne-Marie s'en souvient, on s'est ramassé là d'un seul coup avec des gens qu'on accompagnait depuis des années. Anne-Marie l'a dit, là, ça fait 12 ans qu'on se connaît, elle a une belle entreprise, puis on s'est retrouvés là, du jour au lendemain avec des entreprises qui étaient complètement à l'arrêt, qui n'avaient plus de perspective, qui étaient très, avec un moral en berne. Puis on a animé, nous on a mis très rapidement sur pied là, des cliniques de discussion juste pour partager, pour trouver des solutions ensemble avec ces entrepreneurs-là, parce qu'effectivement, ça a été extrêmement brutal cette crise-là. Ce que j'ai trouvé, moi, avec tous les partenaires, là, on travaille à l'École des entrepreneurs, on travaille beaucoup avec la Ville de Montréal, on travaille beaucoup avec Service Québec. Il y a eu énormément d'ouverture et énormément d'entraide entre organismes pour trouver comment on peut aider. Louis-Phoenix pourra certainement confirmer. Là, tout le monde a brainstormé pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on pourrait vous aider. Les entrepreneurs entre eux, même dans nos cliniques de discussion, moi j'ai vu telle subvention ou tel programme applique ou j'ai fait comme ça. Il y a une super belle solidarité et puis nos bailleurs de fonds, là, ceux qui nous supportent, ont été très, très ouverts dans allez-y, on vous avait donné des fonds pour faire ça, mais réorientez-les, offrez quelque chose si vous avez des initiatives, on est preneurs. Puis il y a eu plusieurs initiatives, là, autant de Service Québec, là, avec le PADME, autant avec la Ville de Montréal, avec la mesure 8, qui ont été mises sur pied très rapidement pour pouvoir offrir un support aux entreprises. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait eu une réaction très rapide. Dans les circonstances, on a fait ce qu'on a pu. Là. On était devant un cas vraiment comme inusité, donc on a fait ce qu'on a pu. Mais moi, j'ai vu avec plaisir quand même beaucoup d'entreprises faire un pivot dans leur modèle d'affaires, se relever, passer de quasiment morte à je me suis réinventé, puis je suis sur une belle lancée maintenant. Fait que, avec du recul, ça n'a pas été drôle les 3-4 premiers mois, mais il y a quand même eu une belle solidarité et un beau dynamisme là, dans relever ce défi-là. Moi, je peux dire, j'ai été agréablement surpris dans ma communauté d'accompagnateurs, d'organismes d'accompagnement, d'individus. Je pense qu'on a pu percevoir qu'il y a une fibre entrepreneuriale, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont fonctionnaires assis dans leur bureau et disent maintenant on reste chez nous puis on attend que ça finisse pour continuer à accompagner les entrepreneurs. Il y a vraiment, tout le monde a mis de côté leurs préoccupations, leurs égos dans la plupart des cas pour se mettre ensemble puis offrir des services puis s'adapter. Puis il y a eu une flexibilité là-dessus jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Et on a pu témoigner, donc, parce qu'on était présent avec les entrepreneurs, puis on était comme, mais comment on peut vous aider dans la mesure de ce qu'on peut vous aider? Là, je pense que la pandémie a testé
première caractéristique absolument, qualité absolument essentielle d'un entrepreneur, la capacité d'adaptation et de pivoter et de faire face au vent contraire. Et on a beaucoup d'entrepreneurs dans le domaine touristique là, qui dépendaient, par exemple, du tourisme, des réservations hôtelières qui ont pivoté, qui ont cherché d'autres méthodes, qui ont ajouté temporairement ou même qui ont questionné à long terme leur modèle d'affaires. Donc, on a vu ces choses-là arriver assez rapidement. C'est sûr qu'il y en a qui ont laissé leur chemise pour des raisons évidentes. Mais je pense qu'on a un écosystème qui est encore riche et qui est capable de donner une seconde chance à ces entrepreneurs-là. Et je suis certain que dans une reprise, dans une relance d'activité qui va arriver de toutes sortes de façons, il n'y a pas un jour où on va dire aujourd'hui on tombe en relance. La relance est commencée pour certains, d'autres va venir pour d'autres. Je pense que la pandémie, d'abord, moi, je vais vous le dire honnêtement, la pandémie, je la vois comme une première vaguelette d'une série de crises qu'on va vivre à cause de la crise de la situation climatique. Donc, c'est juste une première vague. Il va en avoir d'autres. Leur intensité pourrait varier, leur fréquence pourrait varier. Donc, si on le regarde comme ça, dans le fond, un entrepreneur, ça se nourrit de problèmes. Si tout va bien, il n'y a pas l'intention d'entreprendre. Il n'y a pas de désir d'entreprendre, d'arriver avec une nouvelle offre de service qui va régler un problème pour quelqu'un en échange de son argent, etc. Donc, cette notion-là que le monde est incertain, le monde se transforme, on ne sait pas, je pense que ça va être une denrée pour une nouvelle génération d'entrepreneurs. Là, on se demandait si la volonté de changer le monde, c'était particulièrement millénial. Là, je pense que c'est toute jeune génération se dit, moi, le monde dans lequel j'ai grandi, j'aimerais ça qu'il soit mieux. Mais là, ils ont tout un mandat qui s'en vient. Donc, je pense que ce désir entrepreneurial-là, c'est un de nos actifs importants au Québec pour nous placer comme leader dans cette lutte aux crises générées par la situation climatique. Puis, je ramène sur un espoir un peu plus dans le contexte du CHEM, qui mesure notre capacité notre dynamisme d'écosystème entrepreneurial, puis qui voit à Montréal des choses qui se passent qu'on ne voit pas dans le reste du Québec. Et ça, par exemple, le fait qu'on connaisse des entrepreneurs, c'est très fort à Montréal, mais quand on regarde le Québec dans son ensemble, ce n'est pas si fort que ça. Et j'ose espérer que ce qu'on a vécu dans la dernière année, ça nous a amené à dire il faut qu'on sorte de nos œillères, il faut qu'on sorte de notre quartier, il faut qu'on sorte de notre Myland, il faut qu'on sorte de notre sud-ouest, là, puis qu'on rencontre des gens ailleurs et qu'on prenne le temps d'établir ces interconnexions-là dans l'ensemble de l'écosystème québécois, parce que je pense qu'il y a quand même une cohérence là, à l'échelle du Québec culturelle. On est capable de créer plus de connexions qui ne sont pas simplement basées sur la proximité géographique, qui vont bénéficier à l'ensemble des Québécois. Et je ne parle pas simplement de faire bénéficier des dynamiques de Montréal aux régions. Je pense que c'est dans le sens contraire aussi. Ce qui se passe en région, ils sont capables de connecter ça puis d'ajouter dans les connexions qu'on vit à Montréal des perspectives régionales autres, parce que le changement climatique, les changements sociaux se vivent différemment à Rimouski, à Rouyn-Noranda qu'à Montréal. On va créer des meilleurs entrepreneurs dans toutes ces régions-là. Donc, j'ose espérer que notre score écosystémique à l'échelle du Québec va s'élever grâce au dynamisme des entrepreneurs, des organismes d'accompagnement. OK, merci. Mon collègue Marc aimerait... Oui, je veux juste apporter un point, là. Vous savez, c'est assez remarquable. Depuis que je travaille avec Étienne sur le GEM, c'est sûr que nous, il y a beaucoup d'intérêt, on passe beaucoup de temps, c'est plus connu dans les médias et tout ça, on parle des rapports, mais vous savez qu'il y a tout un agenda de recherche en arrière de ça à l'INR-PME. Et je veux juste souligner qu'on a étudié lors de la dernière grande récession, vous vous rappelez la grande crise financière, on avait utilisé les données du GEM pour voir justement ce rebond-là. Et effectivement, ce qu'on avait constaté là, avec un de mes étudiants, c'est que dans les grandes crises comme ça, ça stimule ce qu'on appelle l'agilité entrepreneuriale. Et ça, on le voyait là, c'était systématique. Et moi, je m'attends, les résultats empiriques, on n'en parle pas assez, mais le GEM, c'est non seulement un beau portrait, ça donne des belles discussions, mais il y a tout un agenda de recherche en arrière de ça là, que j'encourage tout le monde à aller sur le site de l'INR-PME. Il n'y a pas juste moi, il n'y a pas juste Étienne, il y a un paquet de collègues qui travaillent sur l'entrepreneuriat. Je vous encourage à y aller, mais c'est très encourageant, effectivement. Empiriquement, je dirais que le point que M. Binette a amené semble effectivement
devrait se produire. OK, merci, merci Marc. On devrait passer maintenant. Alors, merci beaucoup pour le panel. Merci aux membres du panel. On pourrait encore continuer là-dessus. C'est vraiment intéressant. Mais je pense qu'on a on a des participants qui aimeraient beaucoup poser des questions. Donc, alors, on passerait à la période de questions. Le chat continue toujours à être actif, là. Alors, si vous voulez poser une question, vous levez la main. Et moi, je ferai l'ordonnancement des participants. Alors, il y a déjà M. Simon Charlebois qui aimerait poser une question. Bonjour, M. Charlebois. Bonjour, merci de la présentation. C'est le fun d'avoir ces données-là. C'est sûr que ma question est peut-être un petit peu biaisée. Ça ressemble aux questions qu'on pose d'année en année, parce que vous savez qu'on travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat, mais que vous appelez hybride. Là, nous autres, on appelle ça, il y a différents termes, flexiprenariat et autres. Et ma question est à savoir, quand on parlait un petit peu justement de la volonté des gens qui cherchaient à changer le monde, puis j'ai regardé rapidement le rapport en diagonale, là, puis je voyais quand même au niveau que ça se maintient beaucoup, c'est qu'il y a 4 personnes sur 5 au Québec qui démarrent son entreprise selon cette forme-là. Est-ce que vous voyez un parallèle à faire finalement? Puis ça, autant avec la partie changer le monde que la partie également sécurité financière, des choses comme ça. C'est peut-être ce qui explique un petit peu la raison, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je peux peut-être y aller, Étienne, tu veux-tu y aller? Vas-y. Ben, écoutez, c'est effectivement, c'est quelque chose de transformateur. Moi, j'interviens auprès surtout auprès des experts, je donne des formations, des choses comme ça. Et à ma grande surprise, j'ai appris cette année que si on retournait là, 5, 6, 7 ans, les institutions financières étaient rébarbatives à donner du financement à ces entrepreneurs hybrides-là ou à ces flexipreneurs, parce qu'il y avait comme l'impression que ces gens-là étaient un petit peu assis entre deux chaises. Et à ma grande surprise, il y avait une intervenante là, qui venait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui travaillait justement dans le financement entrepreneurial et qui disait non, maintenant, on encourage nos entrepreneurs à adopter cette stratégie d'autofinancement-là. Et ça, elle dit, ça c'est très récent, elle dit, ça fait juste 2-3 ans qu'on fait ça, parce qu'avant, on avait des inquiétudes par rapport à la qualité ou la viabilité du projet entrepreneurial. Donc, c'est juste une petite observation là, que je voulais partager. OK, on a une question. Je peux te faire une petite réaction rapide? Je vais essayer d'être bref. On voit beaucoup dans les dernières années, on a vu une plateformisation de l'économie. On parle des fois d'ubérisation, mais tu sais, Amazon, etc. Le nombre de plateformes qui existent, même les plateformes comme Spotify, permettent à des gens de diffuser leur musique et éventuellement d'en vivre parce que ça ne leur donne pas d'entrée. La plateformisation facilite, je pense, le flexipreneuriat. Puis les plateformes deviennent des marchés sur lesquels des gens peuvent développer des techniques et créer des éléments. Mais par contre, pour moi, la grande prévalence du flexipreneuriat, c'est super parce que ça diffuse la possibilité, ça élargit la possibilité entrepreneuriale, mais en même temps, il y a certains projets entrepreneuriaux auxquels on doit consacrer de l'intensité. Puis on le voit souvent dans le mode des startups, on doit dire aux gens, mais là, il faut que tu prennes du risque, y compris comme de laisser ta job puis vous mettre, les 2-3 cofondateurs, à temps plein sur votre élément parce que le succès de votre entreprise dépend de votre rapidité à vous rendre au marché. Donc, encore une fois, c'est pas du tapis mur à mur avec la même taille pour tout le monde. Là, le but, c'est qu'on ait quand même une grande variété de ces types d'entrepreneuriat, mais qu'on sache les reconnaître pour ce qu'ils sont comme valeur et qu'on ne mette pas tous nos œufs dans un panier ou dans l'autre. OK, merci pour l'intervention. Madame Deslauriers maintenant. Bonjour, Madame Deslauriers. Bonjour. Alors, je suis Hélène Deslauriers du réseau des SADC-CAE, comme mon collègue Simon qui vient de parler. Moi, je voulais juste donner un petit topo sur les régions parce que nous, évidemment, on est en région, on n'est pas à Montréal, on n'est pas dans les grands centres. Et on a eu cette année énormément de sous. On a reçu beaucoup, beaucoup de sous pour pouvoir aider. Et la particularité qu'on a eue, c'est qu'on nous a demandé d'aider les plus vulnérables parce que, bon, les banques avaient leurs programmes, il y avait plein de programmes, mais il y avait beaucoup d'entreprises qui passaient sous le radar. Donc, les travailleurs autonomes, les démarrages, les entreprises enregistrées, des choses comme ça. Et ça a été
le gros de notre travail. Depuis le mois de juin l'année passée, on a fait 3500 prêts au sein du réseau à des entreprises comme ça, qui avaient des petits chiffres d'affaires. Et le constat qu'on a fait d'abord, c'est qu'il n'y a pas eu d'hécatombe et il n'y a pas encore d'hécatombe parmi ces entreprises-là. Bon, il faut dire qu'on a une habitude, nous, de les suivre et de les suivre et de les suivre. Une fois qu'on les a dans nos portefeuilles, on fait un suivi de proximité parce qu'on est dans les mêmes régions, on les connaît, on les rencontre à l'épicerie, etc. Donc, on a fait ça. Et il n'y a pas eu non plus d'hécatombe dans nos portefeuilles réguliers parce que c'était à 80% des clientèles qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas de grandes pertes, il n'y a pas de grandes faillites comme on l'annonçait peut-être au mois de mai l'année dernière. Donc, ça, c'est peut-être le constat qu'on a fait que les entreprises ont été d'une agilité assez fantastique. Nous, on offrait en même temps un prêt qui ressemblait à un prêt de la SUEC ou de d'autres prêts qui se faisaient, mais pour d'autres clientèles. Mais on offre aussi de l'aide technique, donc des consultations spécialisées pour aider les entreprises à aller se chercher. Là, à un moment donné, c'était d'être capable juste de reconnaître les programmes auxquels ils pouvaient avoir accès, mais ça a été aussi beaucoup le numérique, les aider à se donner des sites transactionnels, etc. Mais aussi se faire des prévisions budgétaires autres, de voir un peu plus l'avenir. Donc, moi, c'est le constat que je fais, c'est que finalement, ça a été beaucoup moins catastrophique dans l'économie des petites entreprises vulnérables que c'était annoncé au départ. Et ça, pour moi, ça a été, on avait une certaine peur au début, c'est sûr, et l'accompagnement, on en parlait tantôt, l'accompagnement puis la mise en réseau, parce que nous, on les réfère à des bons consultants, on les réfère à des gens, ça a été, à mon avis, la clé de ce succès-là. Nous, on considère que ça a été un grand succès ce qu'on a fait dans la dernière année auprès de ces entreprises-là, là, partout en région. Mais l'accompagnement très, très spécifique de ces gens-là qui étaient un peu en détresse, on doit le dire, là, il y avait beaucoup de détresse dans tout ça. Ça a été la clé du succès, finalement. Finalement, en région, ça ne va pas si mal. Puis, vous savez qu'il y a un regain actuellement, il y a un engouement pour les régions. Et ce qu'on voit qui est très intéressant, il y a énormément de relèves d'entreprises qui se font dans les entreprises actuellement, de gens qui quittent les milieux urbains, qui viennent acheter des entreprises en région ou des employés. On dit qu'il y a des sorties, beaucoup de sorties d'entreprises. Il y a beaucoup de gens qui ont sorti cette année. Nous, dans les projets qu'on a financés, il y a beaucoup de ventes d'entreprises. Donc, il y a quelque chose de très positif dans tout ce changement de l'économie et cette pandémie-là. OK. Je vois que je vais réagir rapidement, Mme Deslauriers, puisque votre commentaire est extrêmement inspirant. J'habite en région, je suis dans les Laurentides. Je trouve absolument incroyable ce qui est arrivé. L'impact économique qu'on a eu, c'est l'équivalent de mettre les freins quand on roule à toute vitesse sur l'autoroute, d'appliquer les freins complètement. Donc là, ce qui arrive après, on n'est pas sûr, mais ce qui est important, c'est que le corps génère une dose d'adrénaline. Je pense qu'on l'a reçu. On l'a reçu sous forme des subventions gouvernementales, de la présence notamment des SADC là, qui ont joué un rôle absolument incroyable et d'autres organismes là, nationaux qui sont venus, qui ont redoublé de financement. Et moi, je vois la forme de la reprise, là, en fait, l'hécatombe, on va la savoir à long terme, la vraie hécatombe, sur la forme de la reprise. La vraie reprise, le choc économique, c'est dur de prévoir encore, ça va être pas le vrai choc économique au cours des 5 à 8 prochaines années. Mais moi, ce qui me réconforte, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui sont allés vous voir, qui étaient tout seuls avant. Maintenant, ils vous ont comme amis. Puis, peu importe qu'est-ce qui va arriver économiquement, ils vont avoir un partenaire avec qui parler, avec qui échanger. Et probablement que dans les prochaines années, on va devoir faire face à des faillites parce qu'on a des entreprises, notamment en restauration, qui, oui, on les a aidés, mais ils ont augmenté leur endettement. Puis là, ben, combler de l'endettement dans une entreprise qui a relativement des marges faibles, ça se peut qu'il y en ait qu'on perde. Mais moi, ce que j'aimerais dire, j'ai collaboré à amener au Québec un réseau mondial qui s'appelle Fuck Up Nights. Désolé d'avoir utilisé ce mot, mais on parle de l'échec. Puis on parle ouvertement de l'échec, puis on partage, etc. Moi, je pense que notre défi dans les 5 prochaines années, ça va être d'accepter, pas de se souhaiter, on va essayer de minimiser ça, mais c'est d'accepter qu'on va perdre certaines entreprises.
Mais la chose qu'on ne voudrait pas perdre, c'est des entrepreneurs. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à transitionner, peut-être fermer une, mais que les entrepreneurs derrière, y compris les nouveaux entrepreneurs qu'on a réussi à créer grâce au phénomène que vous avez montré, qu'on puisse les soutenir. Parce que ce qui devrait nous intéresser, ce n'est pas la rentabilité d'une entreprise sur la durée de vie de l'entreprise, c'est la rentabilité sociale d'un entrepreneur sur la durée de vie de l'entrepreneur. Ça, j'aimerais ça éventuellement qu'on mesure ça dans des études écosystémiques, parce que c'est sur sa durée de vie que l'entrepreneur va créer de la valeur, puis il va probablement employer plus qu'un véhicule pour faire ça, pour franchir la distance. Intéressant. Merci pour la question. Merci pour la réponse aussi. On a Emmanuel Martinez qui aimerait poser une question. Alors, c'est à vous la parole. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais on ne vous voit pas. Attendez, je vais essayer d'activer la vidéo, là. Caméra. Bon, désolé, j'arrive pas à l'activer. Ça se faisait tout à l'heure, mais ça se fait pas. C'est très intéressant la conversation. Je travaille, je suis journaliste aux affaires. C'est moi qui ai écrit un article qui a été publié plus tôt sur l'étude, plus tôt aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça poser la question peut-être à M. Binet, M. Duhamel ou M. Ménard là, concernant la période là, après les 2-3 premières années là, du démarrage d'une entreprise. On voit qu'il y a comme une espèce de trou noir. Qu'est-ce que l'État pourrait faire pour, disons, favoriser la pérennité des entreprises selon vous? Je peux répondre? C'est la question à plusieurs millions de dollars. Hein. Je crois que je vois dans le panel, là, ici, on a des gens qui travaillent à Statistique Canada, à Industrie Canada, au MEI et ainsi de suite. Je sais que c'est la grande question à l'OCDE depuis à peu près 20 à 30 ans, c'est-à-dire cette compréhension-là que la création de la richesse et de la prospérité vient en partie justement de la création de ces nouvelles entreprises-là. Mais ce qui est difficile, et ce que le Canada et le Québec incluent, ont beaucoup de difficultés, c'est de faire croître ces entreprises-là à des rythmes élevés. Bon, il y a des buzzwords, là, il y a des gazelles, il y a des licornes, il y a un paquet de termes aussi populaires dans la presse des affaires. Je dirais que vraiment, ce qui est intéressant dans le GEM, ce qui nous permet d'évaluer vraiment, c'est les ambitions. Et ça, les ambitions, vouloir changer le monde, c'est intéressant parce que vouloir changer le monde, on peut vouloir changer le monde, mais notre vision locale de ce monde-là, mais on peut vouloir changer le monde justement en voulant développer notre entreprise, surtout à l'international. Et je pense qu'un des aspects qui ressort je dirais dans une littérature, là, une lecture globale, là, c'est vraiment un des défis, je pense, pour le Québec, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs immigrants qui, eux, ont des points de sortie qui leur permettent justement de s'orienter à l'exportation, d'utiliser des technologies qui vont faciliter justement leur intégration, non seulement dans l'économie du Québec, mais à l'extérieur. Traditionnellement, dans les 30 dernières années, le Québec a beaucoup de difficultés à retenir ces entrepreneurs-là. Et la sélection même des entrepreneurs n'est pas nécessairement une sélection qui se fait sur la base, je dirais, entrepreneuriale. Et de plus en plus, je sais que je travaille avec le CETEC, qui ont une idée d'un visa repreneur, c'est-à-dire d'inviter des gens, un peu comme exactement ce que M. Binet décrivait, c'est-à-dire on veut des entrepreneurs de série. Ce qu'on veut, c'est des gens qui arrivent un peu, on est au Québec, on si on avait un magazine des entrepreneurs de l'année, on aurait Dominique Brown qui serait là et qui fait son entreprise dans un secteur des technos et là, soudainement, se revire de bord et là, décide de faire ça avec Chocolat Favori. C'est plein d'exemples comme ça. Il y a beaucoup d'opportunités et il va y en avoir encore plus au cours des 5 à 10 prochaines années. Et je pense que ça soulève vraiment la question, il faut intégrer vraiment cette question de l'immigration-là, de l'entrepreneuriat immigrant, de l'entrepreneuriat migrant, parce qu'il y a des francophones, hein, on sait dans la presse, on le voit, il y a beaucoup de francophones également à l'extérieur du Québec
Et il faut aller puiser dans ces ressources-là et de trouver là, les véritables entrepreneurs de série et les amener au Québec, les amener dans l'écosystème à Montréal pour justement là, faire ce tremplin-là. Moi, je trouve que vous avez une excellente question. Puis, si j'avais à le formuler sous un axe stratégique, quelque chose qui devrait nous donner une inspiration, c'est de dire qu'il faut briser la solitude de l'entrepreneur. On découvre jamais le désir d'entreprendre tout seul. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous inspire. On n'entreprend jamais tout seul parce qu'on a besoin au moins d'un client pour entreprendre. Donc, ça nous prend cette relation-là. On ne réussit en affaires jamais seul. Puis, on ne se relève jamais d'un échec en affaires seul. Puis, on peut même amener ça à l'échelle de l'écosystème. Si on considère l'écosystème entrepreneurial québécois comme un écosystème qui pourrait vivre en autarcie, sans l'apport essentiel de nouveaux entrants qui viennent nous challenger sur nos façons d'entreprendre, on n'aura jamais un Québec entrepreneurial si on le considère dans une forme de solitude. Donc, j'aurais tendance à dire, brisons la solitude de l'entrepreneur ou des entrepreneurs. Oui, puis ben, je rebondis pleinement là, sur ce que dit Louis-Félix. Moi, j'ai eu la chance d'être coach en croissance jusqu'à à peu près 2015. Il y avait une mesure qui était financée par le gouvernement québécois et après par la Ville de Montréal qui s'appelait la mesure de suivi, qui était un accompagnement qui était donné à peu près à 450 entreprises par année, tout secteur confondu à Montréal, puis sans distinction, j'allais dire, dans quel secteur tu es, est-ce que tu es une entreprise à haut potentiel ou pas. C'était basé un peu sur le volontariat des entreprises et puis ils avaient droit à 20 heures d'accompagnement par année. Donc, dans cette période-là, ça, c'était sur les 5 ans, là, après la première année et avant ta 5e année. Cette mesure-là, j'allais dire, a disparu un peu dans la réforme de l'écosystème d'accompagnement au développement économique à Montréal. Mais pour l'avoir vécu, j'ai travaillé avec ça. Là, ça ne coûtait rien, entre guillemets, à l'entrepreneur. Un gros zéro là, en termes, il n'y avait pas d'argent à débourser, mais ça te permettait d'être avec l'entrepreneur, puis d'avoir 20 heures de coaching année après année. Puis souvent, on accompagnait l'entrepreneur, on l'aidait, on le connectait au reste de l'environnement quand il avait besoin de financement. On était un peu son psychologue quand il avait des doutes, mais ça permettait d'avoir j'allais dire, une vraie présence dans l'entreprise qui aidait justement. Je voyais Marc parlait de vallée de la mort. Là. Dans 0,5 ans, là, on sortait avec un taux de maintien en activité des entreprises d'à peu près 85 là, qui était au-dessus des moyennes nationales. Puis j'allais dire, le bébé est parti avec l'eau du bain, malheureusement. Mais maintenant, moi, de ma position d'école des entrepreneurs, là, en développement des compétences des entrepreneurs, là, ce qu'on essaye de faire avec des parcours post-démarrage, post-2 ans, c'est d'offrir un accompagnement, coaching et formation et réseautage et échange aux entrepreneurs, justement dans cette période un peu critique, pour qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls après une période où j'ai été subventionné, aidé pour démarrer. Puis après ça, je me retrouve tout seul, puis à charge pour moi de me rendre jusqu'à 5 ans. Puis quand j'arrive à 5 ans, là, j'intéresse de nouveau du monde parce que j'ai un chiffre d'affaires suffisant, j'ai des employés. Puis effectivement, là, je pense que si on pouvait faire quelque chose, de mon point de vue, c'est ce genre de mesures-là. Là, on parlait d'action du gouvernement ou d'action concertée. Ce genre d'aide-là, je pense que c'était très précieux là, pour les entrepreneurs, pour les aider à passer cette période de doute post-démarrage jusqu'à se rendre à une entreprise solide, là, puis qui était capable de se débrouiller un peu plus tout seul. Alors, merci pour la question et merci pour les réponses. Je pense que l'événement tire maintenant à sa fin. Avant de donner le mot de clôture à Mme Fonrouge, collègue Fonrouge, je demanderai à Marc et à Étienne, est-ce que vous aimeriez aussi avoir votre mot de la fin? Je n'ai rien préparé à ce niveau-là, mais ce n'est peut-être remercier l'ensemble du panel pour les excellentes discussions qu'on a eues tout au long de notre rencontre, vraiment. Puis tous les gens qui ont assisté aussi, les questions. Il y a eu énormément de questions dans le chat, énormément de super bons commentaires, de belles réactions. Vraiment, merci à tout le monde. Je terminerai avec ça. Ce sera mon seul mot. Je ne sais pas si Marc a d'autres choses à ajouter. Ou... La seule chose que je rajouterais, c'est ce qui me fascine à chaque année, c'est à quel point cette idée-là des données, vous savez, des statistiques, c'est très cru, c'est très froid, tout ça. Mais le panel apporte vraiment cette dimension où on est capable de non seulement comprendre les chiffres, mais aussi la tendance.
Et moi, je remercie sincèrement les panélistes, les organisateurs, parce que vraiment, ce genre d'événement-là permet justement de faire le pont entre des statistiques et la réalité sur le plancher des vaches. Et moi, j'apprends toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup par les interventions des gens qui interviennent sur le terrain. Merci à tout le monde. Et également, là, les gens qui participent, les questions, c'est très enrichissant pour un chercheur. Merci. Alors, merci tout le monde, merci aux panélistes, merci aux participants, merci à nos présentateurs. Et donc, Madame Fonrouge, c'est à vous. Merci. Ben, moi, je voudrais un peu faire un wrap-up, un emballement, puisqu'on est emballé. J'ai eu l'impression qu'on ne parlait pas du Global Entrepreneurship Monitor, mais du Global Entrepreneurship Montréal. C'est quand même une mise en avant de Montréal merveilleuse. Alors, cette nouveauté du GEM, eh bien, ça propose un outil de comparaison, mais derrière cet outil, c'est un outil de mesure. Et j'avais des interactions avec Christina Theodoraki, je ne sais pas si elle est toujours là, mais on se disait que vous avez pu capter cette difficile interaction dans les écosystèmes, cette difficile collaboration, parce que l'écosystème, le tout est supérieur au parti. Je voyais des commentaires dans la conversation en direct. 2 remarques avec ces panélistes si intéressants. Eh bien, la toujours importante question de la transformation d'un entrepreneur en une entreprise. C'est un véritable... Au-delà de la vallée de la mort, c'est une véritable question. Et alors, une autre remarque qui est un corollaire un peu paradoxal, et je reprends ça de notre collègue de Maine, c'est d'accepter avec la Covid qu'on aura des pertes d'entreprises, mais pas des pertes d'entrepreneurs. Et cela grâce, et ça a vraiment été illustré par tout le monde, grâce à l'accompagnement et à tous les organismes d'accompagnement qui sont très efficaces au Québec. Donc un grand merci de cette interaction entre recherche et pratique. Et nous vous voyons à l'ACFAS pour les 2 journées écosystème. Et bravo à Marc Duhamel et à Étienne Saint-Jean et à Marie Marchand pour son animation toujours merveilleuse. Je vous dis au revoir. Alors, merci. Au revoir tout le monde. Merci. Merci Au tout le revoir. monde. Merci.